Alors nous sommes le 16 septembre 2001, nous sommes à Hambourg dans le festival de musique de la ville où certaines œuvres de Stockhausen vont être jouées. Et avant le début du festival est organisée une conférence de presse où Stockhausen est l'invité. Et au cours de cette conférence de presse, un journaliste pose à Stockhausen une question inévitable. C'est comment vous, en tant que compositeur, réagissez-vous aux événements auxquels nous avons assisté il y a 5 jours à peine, c'est-à-dire les attentats du 11 septembre 2001, une attaque terroriste qui a détruit sous les regards de toutes les caméras du monde entier 2 gratte-ciel en plein cœur du quartier d'affaires de Manhattan, tuant 3000 personnes environ. Et la question est d'autant plus délicate pour Stockhausen que c'est un compositeur qui, depuis plusieurs dizaines d'années, revendique vouloir composer une musique à destination de l'humanité tout entière, et une musique dans laquelle l'humanité trouverait son unité au-delà des différences ou au-delà des oppositions entre cultures, entre nationalités. Et au fond, derrière cette question de journaliste, il y a en fait la question, est-ce que finalement votre musique n'aurait pas été anéantie par cette attaque, cet acte de barbarie de fondamentalistes religieux contre 3000 personnes innocentes. Et à cette question-là, Stockhausen répond de manière absolument stupéfiante la chose suivante: ce qui est arrivé, c'est la plus grande œuvre d'art qui ait jamais été produite, et même c'est la plus grande œuvre d'art pour le cosmos tout entier. Et de justifier en fait de manière totalement réfléchie cette réponse en y voyant un grand événement, non pas du tout politique, mais un grand événement spirituel de mort et transfiguration, au fond, ou de sacrifice et résurrection. Et il y a quelque chose d'étonnant en fait qui se passe lors de cette conférence de presse, c'est que d'une part l'assistance est médusée, l'assistance des journalistes est médusée. On lui demande, mais n'y a-t-il pas une différence entre un crime et une œuvre d'art ? Là, Stockhausen essaye d'expliquer en quoi ce n'est pas une œuvre d'art comme les autres, mais également en quoi ce n'est pas un crime comme les autres. Et au fond, cette différence entre le crime et l'œuvre d'art, c'est un petit peu ce que j'essaie de démêler pendant les 250 pages du livre. Donc il essaye un petit peu de s'expliquer. Le programmateur, le directeur artistique du festival dit c'est la conférence de presse la plus passionnante à laquelle il m'ait jamais été donné d'assister. Donc tout le monde applaudit, tout le monde s'en va. Et quelques heures plus tard, on décide d'annuler toutes les représentations Stockhausen du festival à cause du dérapage de Stockhausen, parce qu'il a osé en fait comparer les attentats du 11 septembre à une œuvre d'art, et va s'en suivre une sorte de cataclysme pendant plusieurs mois pour le compositeur lui-même, qui verra toutes ses représentations annulées pendant un certain nombre d'années. Donc il va traverser une sorte de désert d'incompréhension et également de représentation avant une sorte de reconnaissance de nouveau une fois que la tempête médiatique sera passée. Donc le livre, au fond, essaye de montrer en quoi, dans cette déclaration, il y a une double vérité. D'une part une vérité esthétique et d'autre part une vérité politique. La vérité esthétique,
consiste à essayer de montrer que cette phrase, pour autant qu'elle est, disons, scandaleuse, moralement, et au regard de toutes les victimes, au regard de l'horreur de l'événement, elle contient une vérité esthétique, c'est-à-dire qu'on peut la comprendre en faisant la généalogie de toute l'œuvre de Stockhausen, de sa réflexion sur la manière dont il spiritualise la musique, mais également, et c'est ça à mon avis le plus important, la manière dont il considère que n'importe quoi peut être un matériau musical. Et quand on dit n'importe quoi, c'est pas seulement des sons musicaux, c'est pas seulement des bruits, c'est pas seulement les musiques de toutes les cultures, mais c'est également, au fond, les expériences des individus, et c'est aussi absolument tout et n'importe quoi, c'est-à-dire même un objet qui n'est pas sonore, même un événement. Et cette question du matériau musical me conduit dans un deuxième temps à essayer d'extraire la vérité politique de cette déclaration et au fond la manière dont quelque chose se retourne contre Stockhausen. Au fond, autant dans la première partie j'essaie de montrer la cohérence de cette déclaration par rapport à l'esthétique de Stockhausen, autant dans un second temps, j'essaie de montrer la cohérence de cette déclaration au sein de l'esthétique du 11 septembre, finalement. Et par esthétique du 11 septembre, j'entends aussi bien la manière dont les attentats ont été spectacularisés par les terroristes eux-mêmes, c'est-à-dire on va envoyer des Boeing 737 sur les tours les plus hautes de New York, de sorte qu'elles soient retransmises par les caméras du monde entier et passées en boucle. Mais également spectacularisation de la politique américaine avec disons, la manière dont George W. Bush, dont tout son staff de politiciens et l'américaine va organiser comme une immense superproduction hollywoodienne la réponse américaine aux attentats. Et au milieu de ça, vous avez Stockhausen qui va voir dans un attentat terroriste retransmis à la télévision une œuvre d'art. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que derrière cette espèce de confusion énorme entre un crime et une œuvre d'art, il y a une vérité culturelle, d'une certaine manière. Cette vérité culturelle, c'est que les œuvres d'art, même quand ce sont des œuvres de musique contemporaine, savante, ont été captées dans ce qu'on appelle la culture en général. Et ce qu'on appelle culture en général, c'est ce qui, au fond, définit la postmodernité ou le néolibéralisme, c'est-à-dire c'est la marchandise. Et donc la déclaration de Stockhausen sur le 11 septembre est également un symptôme sur la manière dont même la musique contemporaine a été happée dans le régime de la marchandise, de la même manière que la politique a été happée dans le régime de la marchandise. C'est-à-dire où on a des politiciens qui se présentent comme des produits à vendre, à acheter, à échanger. En tant que philosophe, j'ai été toujours fasciné par la question des processus de création artistique. C'est-à-dire, c'est quoi cette espèce d'opération absolument complexe, absolument, disons, incompréhensible, qui fait qu'un artiste peut transformer un contenu d'expérience en forme artistique. Et c'est en fait une question très naïve, massivement naïve, de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un artiste. Et je dis d'un artiste et pas d'un compositeur, parce que mon rapport en fait philosophique à la musique et à la musique contemporaine, il est médiatisé par ma formation de philosophe, et pas du tout de musicologue. Et c'est à travers la théorie esthétique des arts plastiques que j'ai commencé en fait à m'interroger sur la musique contemporaine. Et pour pouvoir comprendre ces processus de création, certains compositeurs, dont Stockhausen, mais aussi Boulez ou Steve Reich, se mettent à s'arracher en fait du langage musical pour essayer d'investir un autre type de langage qui est l'écriture, qui est la langue que nous avons tous en partage, et essayer d'expliciter en fait leur processus
de création. Et c'est dans cette espèce de regard entre l'écriture musicale et l'écoute musicale d'une part et l'écriture sur la musique que j'ai toujours travaillé philosophiquement la musique. Et ce qui est ce qui m'a intéressé, et ce qui m'intéresse toujours, c'est la manière, au fond, dont le monde réel, et par monde réel, je veux dire en particulier les événements politiques, vont venir perturber, ou vont venir, disons, fracturer cette espèce d'univers personnel qu'on croirait fermé, qui sont les processus de création artistique. Et j'ai toujours voulu essayer de sentir comment est-ce que comment est-ce que les événements politiques vont s'immiscer, vont pénétrer, vont fracturer les processus de création. Comment ça se passe? Et au fond, cette déclaration de Stockhausen était une sorte d'événement, d'occasion absolument disons, folle par sa radicalité, folle par son caractère scandaleux d'un point de vue moral, politique et esthétique, pour voir, pour comprendre comment est-ce que les processus de création d'un côté, leur réflexion dans l'écriture de l'autre, étaient reproblématisés par la question politique. Et c'était d'autant plus important pour moi que, travaillant sur la musique contemporaine, j'ai été en permanence confronté par l'espèce de clôture du monde de la musique contemporaine, c'est-à-dire son espèce d'imperméabilité aux événements du monde. Et c'était, disons, assez troublant de travailler sur la musique contemporaine, comme je le fais depuis maintenant, disons, presque 20 ans, et en même temps assister aux événements politiques qui étaient l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan par l'armée américaine, mais également toutes les politiques anti-immigrés de nos démocraties libérales. Et au fond, cette déclaration-là me permettait de réconcilier deux dimensions de ma vie que j'arrivais jamais à mettre ensemble, c'est-à-dire à la fois cette passion pour la musique contemporaine et en même temps, disons, cette colère par rapport aux événements politiques. Disons, là, la question est presque extrêmement personnelle parce que c'est moi, la manière dont je vois la question politique, on sort un peu du livre parce que le livre ne pose pas cette question, mais en tout cas, une politique qui ne serait pas totalement happée par le branding ne peut pas opérer au niveau des États. Mais elle peut opérer à des sphères locales de micro-politique. Et de fait, on y assiste en permanence par la manière dont les gens résistent, contestent, mais également proposent, démontrent en permanence des vraies capacités d'expertise, de réflexion sur la manière dont ils veulent vivre et peuvent vivre collectivement les choses. Donc, au fond, je dirais que si on accepte le fait qu'aujourd'hui on est dans un régime qui relève de l'esthétisation de la politique, c'est-à-dire qu'on fait le deuil d'une politique, en tout cas gouvernementale, qui ne serait pas esthétisée, si on accepte ça, à partir de ce moment-là, tout est possible pour investir des espaces de résistance ou de propositions alternatives. Et tout est possible et même tout est en train de se faire. Mais ça ne viendra pas des États. Les États sont des machines monstrueuses, comme Nietzsche le disait. Les États sont faits non pas pour rendre heureux les hommes, ils sont faits pour détruire les hommes. Donc
une fois qu'on a accepté ça, on accepte que la politique au sens finalement de la démocratie va se faire en marge des décisions étatiques. Si on prend, mais même si on n'est pas obligé d'aller du côté de l'autre côté de l'Atlantique, mais si on prend les œuvres d'un compositeur allemand comme Helmut Laronmann, qui est sans doute une des personnes les plus intéressantes aujourd'hui, donc sa musique, elle est imprégnée de questions politiques, non pas seulement disons, par sa dimension de témoignage, mais également parce qu'elle interroge aussi disons, les soubassements culturels du son philharmonique. Je pourrais même dire que certaines œuvres de Gérard Pesson contiennent aussi une dimension réflexive. Je pense à son opéra pastoral, par sa manière extrêmement fine et intelligente de réfléchir par exemple la télé-réalité avec le roman pastoral du XVIe siècle et comment est-ce que les subjectivités, nos subjectivités néolibérales aujourd'hui sont assignées à se définir en fonction d'impératifs qui sont des impératifs consuméristes. Là, il me semble qu'on a des choses qui sont particulièrement intéressantes, particulièrement intelligentes et qui ne font pas nécessairement dans la complaisance ou qui ne renoncent pas à un langage musical comme on a tendance en fait à accuser les œuvres qui seraient des œuvres qui voudraient avoir une prise sur le réel. En fait, cette référence au sublime qui vient pas de Stockhausen, mais qui en effet vient de Baudrillard et de Derrida, elle finalement elle redonne aussi à la philosophie une place qui est d'essayer de capter une sorte de situation contemporaine ou de sentiments partagés. Et donc c'est-à-dire, disons, la philosophie permet de formuler, de formaliser ou d'expliciter un sentiment. Et au fond, ce sentiment, c'est la situation extrêmement ambivalente dans laquelle nous nous sommes tous retrouvés, nous qui avons été que spectateurs des événements du 11 septembre. C'est qu'à la fois nous avons été horrifiés par toutes ces morts et en même temps nous avons été excités par le spectacle. Et ce que je trouvais intéressant, autant chez Baudrillard que chez Derrida, c'est que c'est exactement à quelques lignes près dans leur texte qu'à la fois ils condamnaient l'esthétisation des attentats du 11 septembre par Stockhausen et en même temps ne pouvaient pas s'empêcher de reconnaître que c'était un événement esthétique. Et ce qui était particulièrement étrange, c'est que pour reconnaître la dimension esthétique des attentats du 11 septembre, il ne pouvait pas se contenter de dire c'est un spectacle, comme tout terrorisme est également spectaculaire, parce qu'il a pour but en fait de répandre la terreur, mais ils essayaient, mine de rien, ils mobilisaient cette catégorie de sublime pour essayer de voir qu'il y avait quelque chose au-delà des événements. Et disons, il y avait quelque chose d'absolument troublant chez ces deux auteurs qu'on ne peut vraiment pas soupçonner d'une quelconque complaisance, de ne pas pouvoir en fait résister à la séduction esthétique des attentats. Et au fond, je pense que cette catégorie de sublime leur permettait de dire à la fois l'effroi devant les événements et en même temps la manière dont cet effroi pouvait être relevé d'une certaine manière conceptuellement. Donc ça, c'est ce côté-là. Et en fait, moi, je me suis réapproprié ce mot de sublime
pour y voir également une sorte d'opération. Et cette opération, c'est la transfiguration de la marchandise politique. C'est-à-dire la manière dont la politique marchandisée, c'est-à-dire le fait que nos gouvernants en fait fassent du marketing, et que la politique aujourd'hui ça soit du marketing, et que nos États se comportent comme des entreprises qui essaient de faire de la rentabilité, que au fond que la politique, pour conserver son aura politicienne, c'est-à-dire le pouvoir, le prestige du pouvoir, tout en étant marchandisée, au fond devait se présenter comme une œuvre d'art, d'une certaine manière, et donc se parer des atours esthétiques de l'œuvre d'art. Et le sublime, c'est cette espèce d'opération bizarre, très étrange, par laquelle la marchandise se voit transfigurée en œuvre d'art. Et donc une politique marchandisée se voit transfigurée en politique qui conserverait son aura, pour parler comme Walter Benjamin.